Bonjour à tous, je me présente, Monsieur Simao, professeur de mathématiques au collège Gestac. Je vais vous présenter mon projet que je mène avec des élèves de 5e et 4e depuis 2 ans dans un monde virtuel libre qui se prénomme OpenSim. Notre projet, comme vous pouvez le constater sur l'image, consiste à reproduire l'île de Planier en 3D à l'échelle ainsi que ses fonds sous-marins. Pour ceux qui ne connaissent pas, un monde virtuel est un espace créé par un logiciel informatique où des personnes se retrouvent modélisées par des avatars. Représentation virtuelle pixelisée de la personne physique. Ce projet a été mené à la fois au collège sur le serveur local et aussi sur internet où les élèves se connectaient en dehors des cours, chacun de chez eux. L'engouement par les élèves est dit. Nous allons maintenant voir son intérêt pédagogique pour l'enseignement des mathématiques. Alors ce qui est intéressant dans ce monde virtuel, c'est que c'est un lieu qui est à mi-chemin entre réalité et un monde mathématique. En conséquence, les notions mathématiques passent beaucoup plus concrètement. Prenons maintenant un exemple, le repérage d'un espace. Ici, chaque avatar est repéré par sa position, abscisse, ordonnée et hauteur. Quand je me déplace vers le phare, on s'aperçoit que la première coordonnée augmente ou diminue quand je vais en arrière. Et on s'aperçoit aussi que cette orientation est basée sur l'orientation géographique ouest-est. Et évidemment, si je me déplace sur l'axe nord-sud, je vais augmenter mon ordonnée, deuxième coordonnée. On peut aussi d'ailleurs dans ce monde-là voler, nous allons le voir. Quand on se met à voler, évidemment la hauteur va augmenter. L'expression se repérer dans l'espace prend alors tout son sens ici. Continuons, on peut même, dans cet esprit-là, simuler le lever du soleil à l'est. Il suffit d'aller dans l'éditeur d'environnement et on va aller en accéléré sur l'évolution du temps. On passe de la soirée jusqu'à le début de matinée et le lever du soleil. Voyons maintenant comment on construit des objets ici. On va voir que c'est assez facile de construire des objets mathématiques de base. Il suffit de sélectionner cube, prisme droit, pyramide, cylindre, etc. La forme, de cliquer dessus et avec la baguette magique de poser par terre au sol. Des élèves qui sont vraiment en difficulté, qui ne sont jamais arrivés à dessiner un cube de leur vie, ont rapidement à leur disposition un cube par terre et du coup adhèrent rapidement à la construction. On voit si on clique sur l'objet qu'on peut le déplacer suivant les trois axes et que l'objet est évidemment repéré à l'aide de ces trois coordonnées X, Y, Z qui sont distinctes chacune par une couleur différente. On peut agrandir les objets, on peut rétrécir chacune de ces longueurs ou profondeurs ou hauteurs et ainsi construire des objets totalement différents. En fait, la construction ici, ça s'apparente un peu à des constructions de Lego où on embrique des formes mathématiques pour construire des objets plus complexes. Voyons maintenant la réalisation par les élèves d'objets réels qui nous permettront ensuite d'aller visionner les fonds sous-marins. On commence par la bouteille de plongée. L'idée, c'est de reconstituer à partir des formes mathématiques de base des objets de la vie courante. Alors ici, bouteille, masque. Les élèves s'aperçoivent alors rapidement que pour avancer dans leur construction de base, ils ont besoin de notions mathématiques, en particulier pour centrer et aligner les objets, ou pour aller plus vite, on va utiliser les symétries par exemple comme on peut le voir sur le masque. Ce travail a aussi des répercussions en cours de mathématiques, puisque les élèves ayant l'habitude de décomposer en objets mathématiques arrivent plus facilement à repérer des configurations de type dans des exercices comme des configurations de Thalès ou de... Voyons maintenant la réalisation par les élèves. À ce propos, je vais vous parler d'un exercice tiré de César qui a posé problème dans les cours classiques de mathématiques et ici beaucoup moins. Le but, comme vous le voyez sur la figure que je viens de poser au sol, est de calculer la longueur de l'échelle, faire un schéma
pour analyser la figure pose des problèmes dans un cours classique, alors qu'ici non, il suffit de construire. Quand on dit construire un mur, ça correspond à véritablement construire un mur. On pose juste un cube qu'on étire et qu'on texture. Ensuite, il est très facile de faire le tour de la figure pour s'apercevoir effectivement qu'il faut utiliser le théorème de Pythagore. À ce propos, enfin, voici un autre intérêt d'OpenSim pour visualiser un résultat que l'on voit dans des cours classiques, que l'on fait en troisième, qui est la section d'un pavé droit par un plan. Ici, on peut faire le tour de la figure, pousser les deux parties coupées du pavé droit pour s'apercevoir que la section est bien un rectangle. On va maintenant s'intéresser à la construction du phare. Cela nous a occupé pendant pas mal de temps, l'année dernière et puis en début d'année. On a commencé évidemment par une modulation cylindrique, donc juste un cylindre qu'on a étiré en longueur, à la bonne longueur, avec la proportionnalité. On s'est vite aperçu que le rendu n'était pas très agréable, donc on s'est attaché ensuite à construire ce bâti en brique par brique, et c'était un questionnement mathématique assez intéressant. Comment fait-on le tour d'un guide circulaire à l'aide de briques? Quelle longueur faut-il mettre les briques? De quel angle il faut les tourner? Et sous-jacent derrière, il y a l'idée de l'approximation de pi faite par Archimède. Dirigeons-nous maintenant vers l'entrée du phare. Au passage, on s'aperçoit qu'il y a une petite photo qui a été récupérée sur Google Images. Alors, on en trouve beaucoup sur le site, elle nous permet de s'appliquer dans la construction et dans le repérage. Nous arrivons maintenant à une porte qui a été réalisée assez rapidement par un élève. Elle est scriptée, dans le sens où elle est programmée pour s'ouvrir quand on clique dessus. Nous arrivons maintenant à l'intérieur. Avant, on ne pouvait pas monter au sommet du phare. Depuis peu, on a construit un escalier hélicoïdal qui permet d'arriver au sommet. Cet escalier, qui a été aussi réalisé par 4 ou 5 élèves, a été fait planche par planche, donc un gros travail sur le repérage et aussi, comme toujours, sur les symétries qui nous permettent très souvent de gagner un petit peu de temps. Au passage, si on se retourne en direction de la porte, on s'aperçoit que le mur a été taillé pour épouser à la forme de la porte, et ce taillage n'a pas été inspiré par rien, c'est sous-jacent derrière. Là aussi, il y a l'idée des intégrales de Riemann pour approximer une courbe. On voit bien que les briques ont été coupées en rectangles plus petits. Nous voilà maintenant en haut du phare, où les élèves l'année dernière ont construit le mécanisme constitué de 2 demi-sphères et de 2 cônes de semi-transparents. Vous pouvez voir aussi qu'ils sont scriptés. Ça a été d'ailleurs leur premier script, par une simple rotation autour de son axe qui permet d'éclairer aux alentours. On va maintenant s'intéresser à la construction du phare. Cela nous a occupé pendant pas mal. Nous voilà redescendus au port de Planier et nous allons maintenant nous attarder sur des tâches un petit peu plus numériques et moins géométriques. Alors, si on fait un petit zoom sur les deux tableaux que vous voyez, vous apercevez que est projeté le temps récupéré sur internet, le temps qui fait sur l'île de Planier en temps réel, en particulier la vitesse du vent. Donc on peut travailler les conversions de nœuds en km/h, et on peut travailler les moments où il est possible de venir sur l'île, où il n'y a pas trop de vent pour venir sur l'île en bateau. Ensuite, sur la photo que vous voyez, sur laquelle je suis en train de zoomer, vous avez une vue de l'île, et en particulier du bâtiment qui se trouve en face. Et grâce à cette photo, on a pu mesurer, en utilisant la proportionnalité, la hauteur des fenêtres, des portes et des murs. Plongeons maintenant dans la Méditerranée. Nous allons nous retrouver sous l'eau, habillés avec la tenue qui était vue au tout début du film. Les fonds sont là aussi une reproduction assez fidèle de la réalité.
avec les épaves et surtout les espèces biologiques peuplant les fonds sous-marins. Le travail qui a été réalisé ici par les élèves a été tout d'abord un travail de documentation sur les espèces, puis ensuite une recherche d'images qui a été découpée, et un troisième groupe s'est occupé ensuite de faire tourner les poissons autour d'un axe. Donc là on voit bien que c'est un travail transdisciplinaire. Et si on clique sur le poisson, on a le compte rendu biologique de l'espèce. Là on peut apercevoir des castagnoles. Ainsi que des loups. Et la même chose aussi pour l'épave. Donc là un travail un petit peu plus historique. On voit en cliquant dessus un historique de l'épave qui a été récupéré par un travail de documentation sur internet, ainsi qu'une image réelle et un schéma de l'épave sous l'eau. On a travaillé aussi donc la biologie en représentant cet écosystème sur la Posidonie. Donc la Posidonie étant, c'est pour ceux qui ne le savent pas, une fleur vivant sous l'eau qui produit de l'oxygène. Si on regarde bien, on peut apercevoir des petites bulles qui remontent à la surface et où vivent de nombreuses espèces comme les sopes qui se nourrissent d'elles. On peut apercevoir d'ailleurs des espèces endémiques en Méditerranée comme la grande nacre que vous voyez à présent à l'écran, et moins endémique mais toujours agréable à voir, un hippocampe. Nous allons maintenant un petit peu descendre dans les fonds sous-marins jusqu'à moins 40 mètres. Et là les élèves ont pu découvrir des fonds qu'ils ne connaissaient sûrement pas et qui les fonds tapissés de gorgones et de corail rouge. Au fond on aperçoit aussi des sartambours. On pourrait là aussi mener un travail intéressant, je pense, d'un point de vue mathématique sur les tables de plongée. Mais c'est un niveau un petit peu trop élevé pour des élèves de collégiens, mais ça pourrait très bien s'envisager dans le cadre d'un TPE par exemple, puisque les tables de plongée sont basées sur des tissus qui ont une taux de saturation en exponentielle. Avant de continuer, j'aimerais bien entendu revenir sur un point qui me semble essentiel au monde virtuel, c'est que c'est vraiment un travail d'équipe entre les élèves et moi-même, plus qu'un travail dirigé. D'ailleurs, si vous avez pu voir autant de réalisations différentes sur l'île, c'est parce qu'en fait, chaque élève travaille dans le domaine où il est le plus fort, ce qui permet d'avoir une avancée beaucoup plus rapide. Puis ensuite, il y a une entraide qui se fait au niveau de la messagerie instantanée qui est présente sur le logiciel et qui permet de s'entraider. Donc chaque élève développe ses propres compétences à la manière de jeu de rôle et se spécialise, et du coup est beaucoup plus valorisé puisqu'en fait il est reconnu pour ses compétences. Alors il y a des élèves qui sont très forts en proportionnalité et qui se sont attaqués à la construction du bâtiment. Il y en a qui sont très forts en repérage. Il y en a d'autres qui sont très forts pour décomposer en forme mathématique simple. Et puis il y en a qui sont plus intéressés par le côté biologique du projet. Et tout ça, ça fait un tout qui fait le projet. On peut même, et on va le voir maintenant, travailler des figures à plusieurs. Ici, on ne travaille pas que sur notre projet, on travaille aussi sur des. J'aimerais maintenant vous présenter une petite séance de travail avec les élèves qui a été filmée lors d'un petit concours de construction sur les haïkus. Le but était en fait de ce concours de construire en temps limité, 50 minutes, l'univers imaginatif correspondant à un haïku. Un haïku étant un petit poème japonais qui fait à peu près 3 lignes. On voit à l'écran la personne qui présente à tout le monde en voix le concours et les thèmes abordés. C'est un concours qui s'est déroulé donc mercredi dernier, où chaque élève était chez soi et construisait de son ordinateur portable.
4-5 élèves ont participé à ce petit concours. On a choisi de construire l'haïku suivant, comme un ouragan, cuillère argentée dans le pot de confiture. On va voir que ce travail, qui a été réalisé par les élèves, se fait à plusieurs. Donc on construit, c'est un petit peu difficile de le faire en mathématiques où on construirait une figure à plusieurs. Là, le fait de pouvoir se représenter tous sur un même écran, on peut construire une figure à plusieurs. Donc un élève va se charger de la construction du pot de confiture, un autre de la cuillère, un autre de l'ouragan. Et en communiquant par le chat, ils organisent leur co-construction. C'est un travail évidemment très difficile à faire en cours classique. Alors ça nous permet de parler aussi de quelque chose de très intéressant dans l'utilisation d'OpenSim, c'est qu'on travaille énormément la communication, puisque tout se passe la plupart du temps par chat. Les élèves au début étaient arrivés avec un niveau en français qui est assez décevant, puisqu'ils ont été quand même choisis parmi des élèves en difficulté de 6ème. Et le fait de pouvoir communiquer par chat, au tout début ils étaient toujours en SMS, et bien, le fait de pouvoir venir ici souvent et régulièrement leur a fait faire des progrès énormes en communication. Bon, après, si vous lisez ce qui est écrit, et que c'est à peu près écrit en français correct, moi je fais un petit peu des fautes même d'ailleurs, mais bon, c'est aussi dû par le fait que à la fois je filmais, je vais expliquer, puis c'est un petit peu difficile de tout mener en même temps. On s'aperçoit là aussi, un élève vient d'arriver, et c'est souvent le cas, en retard parce qu'il a été mal informé. L'information sur les rendez-vous sur Twitter ou Facebook, donc par les réseaux sociaux. Voyons maintenant un second événement assez intéressant auquel les élèves ont participé, même s'il a un peu moins de rapport avec les mathématiques, puisque la construction n'a pas été faite par nous. Donc les élèves ont assisté dans une représentation qui s'est déroulée en même temps en réel sur Rennes, et qui était filmée et vidéo projetée dans la salle. Ce qui est intéressant, c'est que les élèves ont pu y assister avec. Pour terminer cette présentation, je voulais vous montrer quelques projets possibles que l'on pourrait mener. Premièrement, pour commencer, vous avez devant vous un tube avec une bille. On peut, il faut le savoir puisqu'il y a un moteur physique qui est présent dans OpenSim, on peut rendre la bille physique et la faire tomber et étudier la gravité, voire des lancers balistiques sur OpenSim. Là, on s'intéresse à l'intérieur de ce qu'il y a dans la boule noire. On s'aperçoit qu'on a en fait une représentation de la Lune qui tourne autour de la Terre. On pourra aller plus loin, c'est juste un petit exemple que j'ai voulu faire. Recréer le système solaire à l'échelle, puis étudier par exemple les éclipses, etc., etc. Enfin, un autre projet mené par des Hollandais, une école hollandaise qui a à peu près le même âge que mes élèves. Donc leur but pour eux, c'est de construire, on va le voir, c'est de construire des capteurs dans leur et afficher les résultats ici sur OpenSim. Donc on peut voir à tout moment de la journée la température, l'humidité et puis le taux de pollution dans la classe. On peut même éteindre, dans des soucis d'écologie, les lumières à distance. Enfin, je voulais terminer cette présentation par un petit projet que j'ai découvert sur le site du NOAA, qui est un site de météorologie américain, qui est une simulation de tsunami. Donc vous allez voir là aussi avec des scripts comment on peut simuler un tsunami sur OpenSim. Donc là aussi une étude assez intéressante. Voilà, la présentation est terminée. J'espère vous avoir convaincu du potentiel d'OpenSim à la fois pour les mathématiques et pour les projets transversaux.